comment est-ce que tu as forgé ton propre style en restant fidèle à l'enseignement de Christian Tissier? Alors, je pense que c'est un peu un parcours normal dans l'évolution d'un Aïkidoka. Moi, j'ai commencé l'Aïkido à 10 ans, un petit dojo avec un couple qui enseignait. Et c'était des gens qui en fait avaient un Aïkido simple, mais dans le sens noble du terme, ça veut dire des bases. Ils faisaient ce qu'ils savaient faire, et ce qu'ils savaient faire, ils le faisaient bien. Donc ils transmettaient quelque chose de propre, de correct, et sur lequel j'ai pu m'appuyer par la suite. Ce qui veut dire que j'ai eu la chance de ne pas devoir désapprendre pour réapprendre. Donc bien sûr, quand j'ai rencontré après mes sensei, on parlait de Christian Tissier, évidemment c'est quelqu'un de très exigeant, très pointu, mais finalement avec une vision de l'aïkido qui est très classique. Et on en parlait tout à l'heure, la grande force de son enseignement, c'est que, bien sûr, il y a une spécificité, mais en même temps, c'est un enseignement qui est ouvert. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui permet de se connecter assez facilement avec d'autres formes d'aïkido, je veux dire. Et je pense que c'est une des caractéristiques d'un bon enseignement, c'est qu'il va nous permettre de nous connecter sur d'autres types d'aïkido et de nous enrichir. En fait, c'est toujours le processus naturel. En japonais, on traduit par shu, hari. Shu, ça se traduit par protéger. Ha, c'est briser, et ri, c'est quitter. Concrètement, pour nous, Aikidoka, Shu, c'est la construction. Ha, c'est la nécessaire remise en question de cette construction. Et ri, c'est à un moment donné, devenir soi-même. Parce que, quel que soit le modèle que l'on puisse avoir, il y a une limite, à un moment donné, à faire l'aïkido de quelqu'un d'autre. Donc voilà, alors cette limite, elle ne s'atteint pas facilement. Il y a des gens qui, je pense, sont toujours bien. On a toujours besoin d'un guide. Par exemple, avant-hier, j'étais encore avec Christian Tissier qui était en Belgique ce week-end. Évidemment, vendredi soir, j'y suis allé. J'y suis allé parce que c'est mon sensei, je me dois d'y aller. Mais j'y suis allé aussi par intérêt. Le voir, c'est toujours quelque chose de fantastique pour moi. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais faire toujours les mêmes choix techniques. Et à un moment donné, je n'ai pas la même forme de corps, je n'ai pas le même vécu. Donc, je vais également faire mes propres choix en fonction de ce que je ressens, et ça est évolutif. Et c'est ça qui fait que tout à fait naturellement, sans qu'il y ait de recherche préméditée à ce niveau-là, je ne me suis pas dit à un moment donné, je vais essayer de me différencier, de faire un style Gofin. Pas du tout, il n'y a aucune recherche à ce niveau-là, consciente en tout cas, mais d'une manière complètement naturelle, les choses finissent par s'aligner, s'emboîter, et on a son propre positionnement par rapport à l'enseignement qu'on a reçu. Et puis ses propres choix, ses propres envies aussi, dans l'aïkido. Et c'est ça qui fait que petit à petit, on arrive à, quelque part, forger une marque de fabrique, quelque chose qui est un peu reconnaissable, qui peut éventuellement susciter l'intérêt. Il faut savoir aussi que j'ai quand même eu pas mal d'influences. J'ai suivi à un moment donné beaucoup l'enseignement d'Endo Sensei, et qui a laissé une trace dans mon aïkido, indéniablement, et dans ma recherche. Voilà, maintenant, je pense que plus l'objectif est élevé, plus il faut être modeste et se donner les étapes et le temps nécessaire. De toute façon, tout est en constante évolution. La seule vérité, c'est le changement. Et quelle est la principale différence entre ta vision actuelle et ta vision de ton début? C'est difficile à dire parce que je me revois peut-être comme ça, mais bon, moi j'avais un aïkido qui était très physique. J'étais shodan à 17 ans, donc jeune, beaucoup d'énergie, je faisais beaucoup d'activités, je faisais de la boxe thaï, je faisais des choses comme ça, donc j'étais un peu combatif quand même, pas dire un peu bagarreur, donc j'aimais bien ça, j'aimais bien me frotter. Et voilà, à ce moment-là, on ne se pose pas trop de questions, on s'appuie sur les qualités qu'on a, on a un peu de résultats parce que un peu de technique, de la vitesse, un peu de pêche, et puis ça passe pas, c'est pas grave, on recommence. Et donc c'est une pratique à un moment donné très physique, très systématique, un peu insouciante, et qu'il faut avoir, c'est bien, quand on a la possibilité de passer par là, il faut le faire. À un moment donné, forcément, on arrive à la limite de ça. Plus c'est compliqué, plus rapide, plus puissant, plus ci, plus ça. Donc ça demande en permanence à se réajuster. Et puis l'enseignement apporte énormément de choses. Quand on commence à enseigner, il faut avoir une vision, il n'y a rien à faire. On pratique plus seulement pour soi. Et je pense que même quand on pratique pour soi, il faut avoir une vision. On en parlait tout à l'heure. Il faut avoir des jalons, il faut avoir des repères, il faut se fixer des objectifs. Mais là, quand on enseigne, il faut faire ça pour d'autres personnes aussi. Donc ça oblige évidemment à recentrer sa propre pratique. Et avant de questionner les autres, il faut se questionner soi-même.
Ça a contribué beaucoup. Et puis, je suis professionnel, je tourne beaucoup en stage, je vais dans beaucoup de pays, je vois beaucoup de gens. Et donc, quelque part, ça me remet en question en permanence parce que je vois différentes cultures d'aïkido, différentes formes d'aïkido, des gens d'horizons très divers. Et ça oblige aussi à réajuster en permanence sa pratique. Et c'est une richesse énorme. Moi, ça m'apporte énormément. Je considère que quand j'enseigne, quand je suis sur un tatami, je pratique et j'apprends énormément des gens que je touche dans le cadre de mon enseignement. Que représente pour toi la responsabilité de cette septième dan? Alors oui, donc au Kagami Hiraki l'année dernière, en fait, bon, avant tout, c'est une responsabilité par rapport à mes sensei, à mon sensei, particulièrement Christian Tissier, qui a été la personne qui a fait la démarche de me recommander, pour savoir qu'il faut une recommandation. Et ensuite, le 7e et 8e dan sont remis par le Doshu, traditionnellement lors de la cérémonie du Kagami Hiraki. Je connaissais bien l'Aikigai, mais le Kagami Hiraki, je n'avais jamais participé avant, donc j'ai eu la chance de participer à cet événement et d'être franchement parrainé Yoko Okamoto Sensei, qui est un peu mon senpai, et qui m'a vraiment guidé. Elle a été aux petits soins, ce qui m'a permis de vivre ça assez sereinement et de pouvoir en profiter pleinement. J'ai un excellent souvenir de cette cérémonie et je suis très reconnaissant à Christian Tissier Sensei de m'avoir recommandé pour ce 7e dan. Après, c'est toujours en fait plus de responsabilité forcément parce que il n'y a rien à faire. Je me rends compte que dans l'esprit des gens, ça change quelque chose. Pour moi, quand je vois une affiche avec mon nom et 7e dan en dessous, je vois encore maintenant, je me dis, ah ouais, quand même, c'est moi. Parfois, ça me paraît beaucoup. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, dans les gens, on a beaucoup parlé, donc il y a forcément une responsabilité par rapport à ça. Ça ne doit pas simplement être un chiffre sur une affiche. Alors, je suis la même personne qu'avant, mais malgré tout, plus de motivation, plus de responsabilité. C'était probablement le moment aussi, puisque les délais, comme en Aikido, les grades vont jusqu'au 8e dan, les délais sont assez longs finalement. Entre le 6e et le 7e, il y a 12 ans minimum. Donc, c'est quand même un délai pendant lequel on espère qu'une certaine maturation doit s'opérer. J'espère que ça a été le cas, et en tout cas, je pense que c'est la fin d'un cycle et c'est le début de nouveau. Mais je vis ça comme une continuité. Mais voilà, j'ai quand même conscience que dans l'esprit des gens, ça a changé certaines choses, donc ça m'a ramené aussi à cette réalité, de dire, ok, fais quand même attention à ça.